Aujourd'hui, on va parler de l'hypochloridrie parce que ça vous attire. Vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Une fois de plus avec notre 19-29, avec beaucoup de plaisir. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe e spécialisée en nutrition fonctionnelle. Eh oui. Et je vous montre comment appliquer de A à Z la nutrition fonctionnelle pour transformer des vies. La vôtre et celle de vos patients. Aujourd'hui, un sujet que je vais revenir parce que l'hypochloridrie, c'est un sujet hyper intéressant parce que c'est une étiquette en fait. Et je vais commencer par vous montrer l'objectif de la nutrition fonctionnelle. À chaque fois, je vais insister sur ça. Une fois cela dit, on va passer à ce moment ici. Je vais parler de l'approche de la nutrition fonctionnelle. Le facteur le plus important et ce que nous examinons en première lors de la collecte d'informations sur le patient, je veux dire, j'ai un patient où je vais faire ou un client où je vais faire la collecte des informations sur ce patient ou ce client. Qu'est-ce que je vais collecter en premier? Ce sont les facteurs fondamentaux de mode de vie. Je vais lui demander, il y a toute une technique pour faire ça, mais on va lui demander sur son sommeil, les activités de relaxation s'il y en a, sur son activité physique. Sur son activité physique, on peut inclure aussi le mot mouvement, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait de l'activité physique comme salle de sport, mais fait beaucoup de mouvements. Il y a des personnes qui travaillent en train de faire de mouvements du matin au soir. Ça, c'est quand même une activité physique. On va demander sur son alimentation, sur son hydratation, sur le stress, sur sa capacité de résilience, sur son rapport avec le travail, son rapport avec sa famille, son rapport avec la nature. Évidemment, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas poser des questions aux gens comme ça. Quel est votre rapport avec votre famille? C'est complètement stupide, ce type de questions. On va apprendre à poser des bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Quelles sont les bonnes réponses? Ce sont des réponses qui vont nous permettre vous voyez bien que dans ce schéma-là, ce schéma, c'est l'arbre de la médecine fonctionnelle. Ce n'est pas moi qui ai créé ça, mais la médecine fonctionnelle, elle a cette approche-là. Donc, elle va partir du sol. Elle va partir effectivement de la partie la plus, on imagine l'arbre, donc on est vraiment au niveau du sol. Les racines et les sols. Alors, tout ce qui est racines et les sols, plutôt le sol, sont ces facteurs qu'on appelle facteurs modifiables. Évidemment, je peux donner des conseils à mon client ou à mon patient sur le sommeil, sur l'activité physique, sur l'alimentation, sur le stress, sur la résilience. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de professionnels, de naturopathes, de médecins qui donnent le même conseil pour tout le monde en termes d'activité physique, en termes d'alimentation, en termes d'hydratation. Et c'est là la problématique, parce qu'on est dans une biochimie personnalisée. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire. Après, on va partir pour les racines qui sont à leur tour des facteurs prédisposants et spécifiques. Regardez, sont nos antécédents, nos médiateurs, la prédisposition génétique de la personne. Tout ça vient après. Ça, c'est un facteur qu'on appelle des facteurs prédisposants et spécifiques. Les antécédents, les événements qui ont eu avec cette personne, qui sont les déclencheurs, et les processus physiologiques en cours, qui sont le médiateur. Donc, tout ça peuvent entraîner
de déséquilibre au niveau du tronc. Les troncs sont les signes et les symptômes. Normalement, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent les signes et symptômes et ils se perdent. La personne, elle a tous les signes et les symptômes au monde. Et il se perd. Donc, qu'est-ce que vous allez travailler? Vous allez commencer par la base, qui c'est le timeline, où on va poser des questions. Et c'est aussi notre questionnaire en nutrition fonctionnelle. On fait le questionnaire, on fait le timeline, ça s'appelle flou clinique. Flou clinique, c'est du premier moment que vous connaissez le patient, qu'est-ce qui va se passer? Flou clinique, premier moment, je vais lui poser des questions au travers de notre questionnaire. Deuxième moment, je vais faire la timeline qui c'est, entre guillemets, l'anamnèse du patient. Et dans cette anamnèse, je pose toutes les questions au monde. Et là, j'aurai le tronc qui sont les signes et symptômes. Vous comprenez la beauté de la construction? C'est vraiment beau. Il y a tout un sens. C'est tout a un programme. Vous n'êtes pas perdu. Et là, vous pouvez être n'importe quel professionnel de santé, vous allez suivre le même pas. OK? Et là, qu'est-ce qui va se passer? On aura des déséquilibres, ce signe et symptômes, au niveau de plusieurs nœuds qu'on appelle le nœud biologique. On va classifier ces signes et symptômes en problème d'assimilation, problème d'énergie, problème de biotransformation, problème de transport, problème de communication, problème d'intégrité structurelle. Donc, tous ces signes et symptômes seront à peu près, parce qu'il y a des signes qui vont se répéter en communication, en assimilation. Ça, c'est un peu complexe. Et tout ça va donner une constellation qui c'est le diagnostic des organes qui normalement est faite par le médecin. Le médecin, il va nous donner ces diagnostics. Elle a diabète, elle a hypertension, elle a polyarthrite rhumatoïde, elle a fibromyalgie, elle a, je sais pas, elle est bipolaire. Là, qu'est-ce qui se passe normalement? Pour que vous compreniez bien la situation, c'est que la médecine, elle s'occupe, la médecine traditionnelle, elle s'occupe des feuilles qui sont là-haut. Mais le problème, c'est que la cause de ces feuilles qui sont là-haut, elle est en bas, dans les racines, elle est en bas, dans le sol. Donc, notre objectif, c'est, pour vous qui sont dans la roue de la transformation, c'est de, là je parle de la roue de la transformation, c'est de travailler tout ça jusqu'en haut. Mais on ne va pas étudier les maladies comme par exemple, on va étudier le diabète à partir du moment qu'on peut intervenir avec nos sols, avec nos racines. Donc, n'importe la feuille de votre spécialité, ah, je suis spécialiste en douleur lombaire, ça c'est la feuille. Ah, je suis spécialiste en problème rénal, c'est la feuille. Ah, je suis spécialiste en dépression, tristesse, perte de poids. Tout ça, c'est feuille. Vous comprenez? Ah, je vais étudier l'hypochloridrie. Hypochloridrie, c'est déjà feuille. Et nous, on va partir de la base. Parce que ce n'est pas moi qui dis. Il y a des médecins dans le monde qui sont des médecins fonctionnels. Je parle de médecins qui sont fonctionnels et qui vont travailler cette base et qui, au final, ils ne vont jamais arriver à traiter effectivement les feuilles en tant que feuilles. Ils n'ont plus besoin de donner autant et parfois aucun médicament. Ça, c'est ça que je voudrais vous montrer. Alors, la nutrition fonctionnelle, elle vous invite, je parle pas que de la médecine. La médecine fonctionnelle, c'est que quand on arrive aux feuilles, qu'on a tout essayé et qu'il y a besoin d'un médicament, ils vont donner. Mais nous, on ne peut pas.
Donc, nous, on va jusqu'à la feuille, mais s'il faut donner un médicament, ben, on va dire à ce patient qu'il faut aller à un médecin fonctionnel pour donner le médicament. Et là, le médecin fonctionnel, il ne va pas détruire tout notre travail. Il va tout simplement donner une continuité au niveau médicament, mais on va partager ce patient. C'est ça l'idéal. L'étiologie doit être au premier plan. En parlant comme ça paraît très simple. Mais donc, chercher l'étiologie, c'est pas chercher aveuglement, sans savoir, oui, mais bon, je commence par où, je fais quoi. Il y a des étapes à suivre, qu'on va suivre ensemble dans notre formation. Alors, ce que je vous invite, c'est à descendre de l'arbre, parce que la majorité parmi vous, même si vous êtes pas un médecin, si vous êtes diététicienne, si vous êtes coach sportif, vous êtes tous là-haut, dans la feuille, en train de vouloir traiter la problématique apparente de votre client, l'étiquette de votre client. Je vous invite à descendre de l'arbre et venir avec moi à rejoindre le niveau du sol. Et là, la différence, c'est que la nutrition fonctionnelle, elle va vous offrir des outils pour rendre la vie de ces patients beaucoup mieux. Et c'est là la transformation. Donc aujourd'hui, on va parler de feuilles parce que ça vous attire. Parce que ça me donne de l'audience. Donc on va parler de l'hypochlorhydrie. Allons. Mais je voudrais quand même que cette hypochlorhydrie, si je regarde quelle hypochlorhydrie, je vais parler tout de suite comment traiter l'hypochlorhydrie. Et là, je regarde les feuilles. Ou sinon, je vais mémoriser les causes de l'hypochlorhydrie. Là, ta. Mais ce n'est pas ça. On va travailler avant. Aujourd'hui, on ne va pas travailler. Mais on devrait travailler. Gardez cette image dans votre tête. Le sol, les racines, les troncs. On a quoi dans le tronc? On a les signes et les symptômes. Et après, les feuilles. Ne traitez pas les feuilles. Je vais faire cette approche fonctionnelle de l'hypochlorhydrie. Pour une approche fonctionnelle, je vous ai dit, je voudrais que vous avez dans votre tête, si possible, on a maintenant la communauté 19-29. Faites un petit dessin et mettez dans la communauté 19-29. J'ai répondu d'ailleurs dans la communauté pourquoi quelle est la différence de la protéine où elle est synthétisée quand elle est utilisée par nous-mêmes, pas par la cellule elle-même, et quand elle va ailleurs. La réponse, c'est dans la communauté. Allez-y et vous allez voir la réponse. J'ai même fait une vidéo, vous pouvez regarder la réponse. Alors, l'approche fonctionnelle qu'on va faire, c'est qu'on va avoir cette image dans notre tête. L'image de sol, image de racine, image de tronc et image de feuille. Et quand on parle de l'hypochlorhydrie, maximum, on est dans un signe, dans un symptôme. Donc, on est déjà dans le tronc. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que pour parler de hypochlorhydrie, donc là, vous allez apprendre avec moi, mes élèves YouTube, mes élèves Instagram, vous allez apprendre que pour connaître l'hypochlorhydrie, vous avez besoin déjà de connaître les structures d'une crypte gastrique, n'est-ce pas? Donc, je vous ai mis une fois de plus une résumé. Résumé, ça ne sert à rien. Résumé, c'est apprentissage passif. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi sert chaque cellule, où elles sont localisées et faire le rapport des unes avec les autres? Parce que là, regardez, c'est très intéressant cette photo parce que vous allez voir ici, on a gobelet, les cellules des gobelets. Pourquoi les cellules des gobelets sont bien en haut? Parce que c'est la cellule qui va faire la protection des autres cellules.
Et donc, c'est la cellule qu'on appelle les cellules à mucus. Et il y a ce nom aussi qui est cellule de gobelet, qui va produire notre mucus. Notre mucus est constitué de l'eau, est constitué de polysaccharides, est constitué de bicarbonate. Il y a pas mal de choses qui vont constituer ce mucus et qui c'est parfois le problème principal et pas l'hypochloridrie. C'est pas l'hypochloridrie, c'est un manque de mucus que la personne a. Après, les cellules pariétales. Vous voyez la couleur là? Les cellules pariétales, elle est un peu partout. Cette cellule pariétale, c'est une cellule extrêmement importante parce que c'est la cellule qui va produire l'acide chlorhydrique. Et là, je vous pose la question, vous savez comment exactement on produit l'acide chlorhydrique? Je vais vous montrer ma carte mentale de comment produire l'acide chlorhydrique. C'est fondamental. Comment, si vous êtes dans le rapport avec l'humain, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, votre patient va vous lâcher si vous êtes coach sportif, va vous lâcher si vous êtes naturopathe, va vous lâcher si vous êtes n'importe, même ostéopathe. Si vous ne savez pas donner un diagnostic nutritionnel, nous ne pouvons pas donner un médicament. Et si on peut, il faut avoir la conscience que les médicaments sont les feuilles. Ce n'est pas le moment de donner de médicaments. C'est pour ça que la nutrition fonctionnelle, elle a une solution beaucoup plus pérenne et beaucoup plus stable que le médicament. Et la prochaine fois, jeudi, je vais à mon tableau et je vais vous montrer ça. La pérennité du traitement. Pourquoi on a plus de succès avec les clients ou avec le patient quand on utilise la nutrition fonctionnelle. Là, on a après les cellules, c'est écrit en anglais, chief cells, qui sont les cellules principales, responsables pour la libération, la production de pepsinogènes. Pepsinogène, c'est un précurseur d'une protéase, d'une enzyme, qui est la pepsine, qui va agir sur certains acides aminés. Les acides aminés aromatiques. Ah, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est acide aminé aromatique. Voilà ce qui fait partie de la connaissance dans l'Académie Marceau. Un exemple. Ça aussi. Somatostatine. Somatostatine sont les cellules D. À chaque fois qu'on parle de somatostatine, on parle de inhibition. La somatostatine, elle va inhiber la production de gastrine. Elle va, qui est dans la liste, mais la dernière, la gastrine, qui est les cellules G. Cette somatostatine, elle inhibe les cellules G. Et si elle inhibe la cellule G produit une hormone qui s'appelle gastrine, qui va stimuler les cellules pariétales, qui va stimuler les cellules principales. Si la cellule D, elle va inhiber la cellule G, alors il n'y aura plus de gastrine, il n'y aura plus de stimulation de la cellule pariétale ni de la cellule principale, on n'aura plus la production d'acide chlorhydrique. Ça, je suis en train de parler d'une crypte gastrique qui fait partie de l'estomac. C'est la partie, je parle de comment l'estomac il est structuré. Plusieurs cryptes. OK? Maintenant, on est là. La synthèse de l'acide chlorhydrique. Est-ce que tout le monde est prêt pour apprendre une fois pour toutes comment on produit de l'acide chlorhydrique dans notre corps? OK. Révision. Imaginez l'estomac. Imaginez les cellules pariétales. Les cellules pariétales, normalement, on met comme si c'était un E là d'Elisa. Vous voyez un E? Les cellules pariétales sont normalement représentées par ce E. Vous voyez ici, ici c'est la gastrine. Cette gastrine qui est produite par la cellule G qui est là au fond de la crypte, elle rentre dans la circulation sanguine
et elle va venir ici parce qu'il y a ici un récepteur pour la gastrine. Ce récepteur de la gastrine qui a été produite dans la cellule G, là je suis dans la révision, elle, dans la cellule G de notre estomac, elle va rentrer dans la circulation, elle va revenir à l'estomac et elle va venir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un récepteur. Ce récepteur s'appelle CCK2R, c'est le nom du récepteur. CCK vient de cholécystokinine. Mais Elisa, qu'est-ce qu'il y a ce récepteur à voir avec cholécystokinine? Vraiment rien, parce que c'est un récepteur à gastrine. Et quand on a un ligand, écoutez-moi, ouvrez vos oreilles. Quand on a un ligand, ça veut dire une substance qui a un récepteur. Quand on a une substance qui a un récepteur, cette substance, elle a le nom de ligand, parce qu'elle va se lier à un récepteur. Et là, ça va déclencher des cascades biochimiques, vous comprenez, qui va causer un effet biologique. Le problème, c'est que quand on a un ligand avec un récepteur, il y a plusieurs types de récepteurs. Ce récepteur-là s'appelle récepteur couplé à la protéine G. Donc, si on commence comme ça, c'est un autre sujet de la base fondamentale. Récepteur couplé à la protéine G. Et il y a protéine G. Protéine G, le nom dit déjà. Protéine s'appelle protéine G. C'est un octomère, un trimère. Donc, c'est une protéine qui est là de type, sous-type. Protéine GQ, protéine GI, protéine GS. Là, c'est GQ. Et quand ce récepteur à protéine G reçoit le ligand qui est gastrine, on va avoir une augmentation de calcium. Et ce calcium va venir là et il va stimuler. Ça, c'est une cascade, une voie métabolique que vous ne pouvez pas connaître là aujourd'hui. Mais vous avez déjà compris qu'il y a un ligand, qu'il y a un récepteur, que ce récepteur s'appelle récepteur couplé à la protéine G dans la membrane de la cellule pariétale, qui va déclencher une augmentation de calcium, que cette augmentation de calcium va causer un effet biologique. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Cet effet biologique, c'est de promouvoir un proton, le H+, qui va sortir. Mais là, vous allez me dire, Elisa, mais proton, mais d'où vient ce proton? Un proton. Donc, il ne faut pas que vous acceptiez quand les gens vous expliquent les choses. Comme ça, il y a un proton qui va sortir et vous demandez jamais, mais professeur, d'où vient le proton? Il va falloir qu'il vous explique. Parce que sinon, c'est très facile. On mémorise qu'il y a un proton qui va sortir. Et ça veut dire quoi, ça? Je vais vous expliquer. Premier pas. Deuxième pas. La même gastrine qui était là-haut, la même, elle a aussi un récepteur ici qui va déclencher aussi, récepteur couplé à la protéine GQ, qui va augmenter aussi en calcium, sauf que il y a un récepteur de la cellule pariétale pour la gastrine et il y a un récepteur pour la cellule principale pour la gastrine. Et c'est pour ça que gastrine, c'est une hormone qui a été produite, je répète, qui a été produite au niveau des cellules G dans notre estomac, qui est sortie, rentrée dans la circulation. Et comme il y avait un récepteur de la cellule pariétale a dit « je prends cette gastrine ». Et la cellule principale « je prends cette gastrine ». Et là, ce calcium va promouvoir une sortie de cette vésicule. La cellule principale, elle est formée par plusieurs vésicules riches en pepsinogène. Et ce pepsinogène sera à partir du moment que la gastrine est venue là et a stimulé la libération du calcium, le calcium va stimuler la libération de cette vésicule là-haut, un pepsinogène qui est inactif.
et qui va devenir pepsine si et seulement si on a la présence de l'acide chlorhydrique. Mais pour l'instant, je n'ai pas expliqué comment on va produire l'acide chlorhydrique parce que je voudrais que vous aurez une explication complète parce que dans votre tête, peut-être, vous êtes en train de dire, Elisa, mais qu'est-ce qui a fait la gastrine venir là? Donc, en fait, on va commencer du commencement. Ça veut dire que déjà, j'ai eu ma phase céphalique. J'ai vu la nourriture. J'ai pensé à la nourriture. J'ai senti la nourriture. Cette information va au niveau du cortex, qui va au niveau de l'hypothalamus, qui va jusqu'à mon noyau dorsal du vague, qui va effectivement aller là où est la cellule G de mon estomac, et elle va, parce qu'il y a aussi l'œsophage, tout ça est stimulé par cette innervation du vague, parasympathique, n'est-ce pas? Qui va faire cette innervation, qui va jusqu'à l'estomac, à la cellule G, et qui va, au travers de l'acétylcholine, stimuler la production de gastrine. Mais ce n'est pas que ça. À partir, ça, je parlais de la phase céphalique, mais et la phase gastrique? La distension du bol alimentaire, on va avoir des récepteurs, écoutez-moi, récepteurs qui vont ressentir cette distension parce que vous êtes en train de manger, on est en prandial, on va ressentir cette distension de notre estomac et cette information va au noyau dorsal du vague. Mais cette information, c'est une fibre sensitive qui est une fibre du nerf vague. Donc, c'est une fibre sensitive qui dit, opa, distension, elle va informer là-haut au noyau dorsal du vague qui va revenir avec son action efférente et qui va stimuler avec l'acétylcholine la production de gastrine par la cellule G. Donc, ça, on appelle une communication vago-vagale. Mais ce n'est pas que ça. Parce qu'il y a aussi la sous-muqueuse du propre estomac qui a un complexe qui s'appelle complexe de Meissner. Il va aussi ressentir tout ça et il va informer à la fibre sensitive du vague qui va là-haut au noyau dorsal du vague pour revenir donner l'information à la cellule G pour produire cette gastrine. La gastrine alors est produite. Elle rentre dans la circulation sanguine et elle revient. Ça, on appelle ça paracrine. Elle sort de la cellule G au niveau antral et elle va là-haut, où est la cellule pariétale et où est la cellule principale pour produire cet effet que je suis en train de vous expliquer. On est d'accord, tout le monde? On continue. Ça, c'est pour vous situer. Je vais appeler ici, cette partie ici, le lumen de mon estomac. Donc, on a l'estomac. L'estomac, c'est une poche. Là, au milieu de la poche, c'est le lumen de l'estomac. Et on a collé là, on a notre mucus avec les cellules à mucus superficielles, épithélium. Et après, on va voir notre cellule pariétale, notre cellule principale. Tout le monde est d'accord. OK. Regardez bien. Cette dessin-là que j'ai fait, c'est une répétition de cette cellule pariétale. J'ai pris cette cellule pariétale et je l'ai mis ici. Vous voyez le E d'Elisa là-haut. Les mêmes E qu'on a là, on a là. Qu'est-ce qui se passe dans la cellule pariétale? C'est une cellule qui travaille beaucoup. Toutes les cellules qui travaillent beaucoup, comme cellule pariétale, comme cellule principale, comme neurones, cellules neuronales, travaillent beaucoup. Comme cellules bêta du pancréas, travaillent beaucoup. Elles ont quantités différentes, mais elles ont, au fur de quantités différentes, mais elles ont beaucoup de mitochondries. Là, c'est une photo de ma cellule pariétale.
Ici, évidemment, il y a le noyau que je n'ai pas dessiné. Il y a plusieurs organites, réticule endoplasmique rugueux, ribosomes, complexe de Golgi et aussi la mitochondrie. Qu'est-ce qui est l'objectif de cette mitochondrie? La mitochondrie, elle va faire la production d'ATP. La production d'ATP, comment fonctionne une mitochondrie, plusieurs fonctions à une mitochondrie, c'est dans l'Académie Marceau. Ça fait partie de l'Académie Marceau. Ce n'est pas nutrition, ça. Vous devez connaître n'importe ce que vous allez faire. N'importe. Donc, cette mitochondrie, elle va produire de l'ATP. On est d'accord? Elle va hacher le glucose. Elle va faire la glycolyse dehors, la mitochondrie, dans la cellule. Ici, on va voir dans le cytoplasme de ma cellule pariétale, on va faire la glycolyse. La glycolyse, on va avoir une substance que c'est l'acétyl-CoA qui va rentrer dans la mitochondrie. Et dans la mitochondrie, on va faire le cycle de Krebs. Tout ça, il faut connaître. Ce cycle de Krebs, il fonctionne, il va hacher le glucose et libérer CO2 et de l'eau. Je vous montre. Regardez. CO2 et de l'eau. Quand on a CO2 et de l'eau, une partie de ce CO2 sera libérée dans l'expiration. Parfois, vous avez du mal à voir l'image des choses. Imaginez des millions de mitochondries, beaucoup de cellules, tout le monde en train de faire ça. Et là, on a une enzyme qui s'appelle anhydrase carbonique. Elle va prendre les CO2, elle va prendre de l'eau et elle va former un composé qui s'appelle acide carbonique. Et là, la personne qui connaît la chimie tout court, elle regarde ici, elle voit un hydrogène. Elle voit ici un carbone et un oxygène. Tout de suite, elle sait calculer la valeur du NOx de cette composé et elle sait nommer cette composé. Elle va dire, ça c'est un acide carbonique. Je vais vous apprendre ça. Ça fait partie de la base fondamentale. OK? Tout ce que j'ai dit base fondamentale, c'est l'Académie Marceau. Tout ce que est nutrition, c'est la RT2. Pour que ce soit clair pour vous. Sauf que la base fondamentale, si vous êtes professionnel de santé, vous avez l'obligation de connaître. La RT2, je vais guider. OK? On a alors l'acide carbonique. Problème, l'acide carbonique dans notre corps, dans cette cellule, il est instable. Il ne reste pas, il y a une explication chimique pour ça, mais il ne reste pas tranquille. Il va se dissocier. Il va se dissocier en H+, et HCO3-. H+, c'est le fameux proton. Qu'est-ce que c'est un proton? C'est un hydrogène. S'il est positif, pour ceux qui ne connaissent pas, le fameux proton, comme a dit Laurence. Qu'est-ce que c'est un proton? Un proton, c'est l'hydrogène qui, normalement, il a un électron. Si vous regardez les tableaux de Mendeleïev, mais je ne connais pas les tableaux de Mendeleïev. Vous avez besoin de base, ok? Mais si vous regardez les tableaux de Mendeleïev, vous allez comprendre que électron, c'est toujours charge négative. Si j'ai un hydrogène qui a un plus, ça veut dire que ce hydrogène a une charge plutôt positive. Ça veut dire qu'il a perdu un électron. Donc, lui, il est à la recherche d'un électron. Donc, on appelle proton parce que, regardez, c'est un atome. Au milieu de cet atome, on a un proton et un électron. Comme on a perdu l'électron, au milieu de l'atome, dans le noyau,
il va rester que le proton. Donc, on appelle le hydrogène avec un plus de protons parce que c'est la seule chose qui a resté. Vous comprenez? Ça, c'est les fameux protons. Donc, proton, c'est caractéristique, c'est marque d'acidité, déjà. Et là, de l'autre côté, on va avoir un produit qui s'appelle bicarbonate. Il y a d'autres noms pour ce bicarbonate, mais je ne veux pas vous embrouiller plus. Mais il fallait savoir, Elisa, pourquoi ça s'appelle bicarbonate? Pourquoi? Et pas mémoriser, parce qu'au fur et à mesure que vous allez connaître la chimie je parle, hein, chimie pure, vous allez devenir passionné. C'est pas mémoriser la chimie, c'est comprendre la chimie. Je suis en train de vous donner un cours de chimie là. Et là, vous avez les bicarbonates avec mon proton. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Ce bicarbonate, il y aura un destin. Il va sortir de cette... vous comprenez qu'il y a beaucoup de formations de bicarbonate parce qu'il y a beaucoup de mitochondries. Donc, il y a beaucoup de protons et beaucoup de bicarbonate. Par gradient de concentration, mon bicarbonate va avoir la tendance de sortir. Et il va sortir dans la veine, c'est la veine gastrique. Donc, est-ce que vous comprenez que je suis en train d'enlever des anions? Anions, c'est charge négative. Vous voyez que le bicarbonate, c'est un anion qui est en train de sortir dans ma veine. Il va falloir compenser après tout ça. Mais, à partir du moment que je mets ce bicarbonate dans ma veine gastrique, qu'est-ce qu'on aura? On aura une marée alcaline. Beaucoup de bicarbonate. Ça va informer à mon cerveau qu'il y a une marée alcaline, beaucoup de bicarbonate. Ça va faire que mon cerveau, là-haut, au niveau de l'hypothalamus, et au niveau encore plus haut, ça va contrôler notre métabolisme. Et le métabolisme a une tendance, parce que sinon on va avoir une alcalose. Donc pour compenser, on a une baisse du métabolisme et c'est pour ça qu'on a du sommeil. Est-ce que vous comprenez que tout ça a commencé parce que j'ai mangé un morceau de pain? Donc tout ça, ça vient en période qu'on appelle prandiale. Prandiale, ça veut dire quand on est en train de manger. Et c'est pour ça que quand la personne elle mange trop, vous le savez déjà, elle a un sommeil. Ça veut dire qu'il y a une marée alcaline exagérée. Et quand les gens disent « Ah, mais à chaque fois que je mange un sommeil, vous mangez de trop pour votre corps. » C'est clair. Alors, on a cette marée alcaline. Enfin, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, comme je vous ai dit, on a cet anion qui est parti, donc il va falloir rééquilibrer. Et qui va rentrer? Le chlore. Le chlore va venir, va rentrer dans la cellule pariétale. Et comme va avoir ici beaucoup de bicarbonate sort, beaucoup de chlore rentre pour compenser. Ce chlore va rentrer et là, il va passer par ce canal à chlore tranquille. Et il va venir le chlore dans la lumière de l'estomac. Donc, d'où vient l'acide chlorhydrique est formé de protons, que je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer, et de chlore. Le chlore, il va venir dans la lumière intestinale pour faire un mariage avec le proton pour former l'acide chlorhydrique à partir de la mitochondrie de l'anhydrase carbonique qui a produit le bicarbonate, que le bicarbonate est sorti, qui a fait le chlore entrer dans la cellule pariétale et qui a fait sortir dans la lumière de l'estomac. Vous voyez d'où vient ce chlore. Donc là, on est dans la situation du bicarbonate. J'ai résolu ce problème, ce problème de bicarbonate de chlore. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici une pompe qui s'appelle la pompe proton potassium ATPase. Quand on dit ATPase, à chaque fois, ça veut dire qu'il va avoir besoin d'ATP. Donc, c'est une pompe active, une pompe qui dépense de l'énergie. Et une pompe qui, s'il y a le mot ATPase, elle est liée à l'hormone T3, à la thyroïde, hormone de la thyroïde. Si vous avez un problème
thyroïdien, je suis déjà en train de faire un lien. Vous aurez des problèmes au niveau de toutes les pompes qui ont besoin de la TPase. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que le métabolisme du corps en hypothyroïdie baisse. Cette pompe, c'est une pompe qui va pomper cette proton qui a été produite au niveau des mitochondries dehors, dans la lumière intestinale, et va pomper un potassium dedans. Et là, la question est, d'où vient ce potassium? On sait déjà d'où vient le chlore, on sait déjà d'où vient le proton, mais on ne sait pas d'où vient le potassium. Le potassium, toutes les cellules qu'on a dans notre corps a une pompe sodium-potassium, où va à chaque fois faire sortir 3 sodium et faire entrer 2 potassium. Donc, ce potassium va venir de là. Regardez, là-haut, 2 potassium qui rentrent. Ce potassium sera utilisé là, là-haut, là-haut, hop, là. Donc, ce potassium de la pompe proton-potassium vient de la pompe sodium-potassium. Je répète, le potassium de la pompe proton-potassium, ATPase, le potassium vient de la pompe sodium-potassium qu'on a dans toutes nos cellules. On est d'accord? Donc, ce potassium-là rentre de potassium qui vont sortir pour participer de cette pompe. Ah, mais il va participer tout le temps? Non, il va participer quand j'ai ma gastrine qui a stimulé tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer encore? On a beaucoup de protons. Beaucoup de protons. Pour que cette cellule pariétale elle ne soit pas noyée par une acidité absurde, il y a un contrôle. Le contrôle, c'est là-haut. Regardez. On va avoir le sodium. Vous voyez, ça, c'est la pompe. Vous voyez là, sodium, cette petite boule marron. Le sodium, il va re-rentrer pour que l'excès de protons puisse sortir. Donc, qui va faire le contrôle de cette proton? C'est aussi la pompe sodium-potassium. Alors, question, à quoi sert la pompe potassium-sodium dans notre cas? Elle sert à donner le substrat, que c'est le potassium, à ma pompe proton-potassium. Et elle sert aussi à contrôler la concentration de protons dans la cellule pariétale. Parce que si j'ai beaucoup, il y aura une sortie de protons et une entrée de sodium. Et comme ça, tout marche d'une façon merveilleuse. Donc, à la fin, j'ai mon proton. Alors, d'où vient mon proton? Mon proton, il vient de là, de la respiration cellulaire. D'où vient mon chlore? Mon chlore vient de la sortie du bicarbonate qui a fait l'entrée du chlore qui est rentré dans la lumière intestinale. Et là, j'ai le mariage normal parce que le proton est un cation et le chlore est un anion. Donc, il y a une attraction. On va avoir ici une liaison covalente qui va promouvoir la formation de l'acide chlorhydrique. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est le chlore qui rentre? Parce que le chlore, on a une abondance dans notre corps et c'est là l'élément choisi par la pompe de faire entrer. C'est pour ça qu'ici, on a un canal à chlore. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il rentre parce qu'il est un anion. Et j'ai besoin de rééquilibrer ma cellule pariétale parce que le bicarbonate est parti. Et là, bah oui, je ne pouvais pas m'empêcher de vous expliquer la fonction de l'oméprazole. Où va rentrer cet oméprazole dans l'histoire? L'oméprazole, il va agir ici. Il va annuler l'action de la pompe. Ça veut dire qu'il va empêcher la sortie du potassium. Ça veut dire qu'il va annuler la pompe, tout simplement, proton-potassium. Vous comprenez tous les déséquilibres qu'il va produire. Donc, si je n'ai pas la pompe, comment je vais avoir le proton? Il y aura une diminution absurde de production de protons. Et là, on sera en hypochlorhydrie. Et si on est en hypochlorhydrie,
L'intéressant, ça serait de savoir, Elisa, quelle est effectivement la fonction de l'acide chlorhydrique? Tout à fait, inhibiteur de pompe à protons. Pourquoi ça s'appelle pompe à protons? C'est une pompe proton-potassium ATPase. Alors, vous imaginez la personne, elle prend l'oméprazole et elle est aussi un hypothyroïdie frustre. Donc, à quoi sert d'étudier les feuilles? Il faut aller à la base. Pourquoi? La question est, pourquoi elle est un hypochlorhydrie? Là, c'est une hypochlorhydrie induite. Quelqu'un lui a donné ce médicament. Pourquoi? Ah, parce qu'elle a Helicobacter pylori. Mais Helicobacter pylori, ok, mais c'est pour une période courte. Pourquoi cette personne, ça fait 20 ans qu'elle prend des IPP? Pourquoi? Sinon, si vous n'allez pas à la base, est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle mange bien? Il va falloir commencer du sol, aller à la racine, aller au tronc, et pas tout de suite, vous voulez déjà traiter l'hypochlorhydrie. C'est vrai que vous allez traiter l'hypochlorhydrie, par exemple, avant de traiter l'intestin. Parce que ça ne sert à rien de donner. Pourquoi vous allez donner? Et regardez, cette personne, elle est en hypochlorhydrie, par exemple. Ça veut dire qu'une des fonctions de l'acide chlorhydrique, c'est la fonction bactéricide, tuer les bactéries. Si la personne elle est en hypochlorhydrie, ça veut dire qu'elle a beaucoup de bactéries. Elle va avoir un problème au niveau de l'intestin. Elle va avoir une dysbiose. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Vous donnez un probiotique. Mon Dieu, elle a déjà beaucoup de bactéries et vous allez ajouter des probiotiques. Ah oui, il faut traiter l'hypochlorhydrie avant. Et là, on a un programme qui s'appelle le programme du 6R, qui ça ne fait pas partie de notre cours ici. Parce qu'on est en train de montrer la base de la nutrition fonctionnelle. Mais ça fait partie pour d'autres personnes, pour d'autres formations. Donc, on va arrêter aujourd'hui parce que là, on a l'objectif, c'est pas de vous donner 1 million d'informations. C'est de construire quelque chose avec vous. Vous allez dans la communauté si vous voulez. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Mais notre objectif, c'est que maintenant, vous avez déjà vu toute la digestion, vous avez vu comment on produit l'acide chlorhydrique, vous avez vu qu'il y a aussi, attendez parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, qu'ici il y a un autre type de cellule qui est la cellule entérochromafine-like, qui est une cellule qui produit de l'histamine type 2, ce n'est pas l'histamine que vous connaissez, histamine type 2, et qui va aussi venir ici dans la cellule pariétale stimuler la production d'acide chlorhydrique. Et donc, il y a dans la pharmacologie des antiacides qui vont agir au niveau de H2, qui vont agir, on appelle les antihistaminiques H2, et qui vont empêcher aussi la production d'acide chlorhydrique. Et il y a même des patients qui prennent les deux médicaments, les anti-H2 et aussi les IPP. Vous vous rendez compte? Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que on va voir la prochaine fois quelle est la fonction de ces acides chlorhydriques. Vous voyez ici, j'ai mis la molécule d'acide chlorhydrique. Il y a un hydrogène lié au chlore. Le chlore, il fait partie de la colonne qu'on appelle des halogènes, colonne 7A ou 17A. Du tableau de Mendeleïev. Qu'est-ce qu'il y a dans cette colonne? Il y a chlore, il y a fluor, il y a brome, il y a iode. Pourquoi elle me dit ça? Quelle est l'importance de ça? Que le chlore et l'iode sont compétitifs. Le chlore et l'iode vont avoir des compétitions. Et l'iode, c'est un substrat très important pour ma désiodase au niveau thyroïdien. Comment je vais passer de T4 à T3? J'ai besoin d'une désiodase. J'ai besoin aussi de iode. Vous comprenez? Je vous remercie tous d'être là. Je vous demande de faire un like, s'il vous plaît. Like. Et surtout de partager. Partagez avec
vos copains, avec vos amis qui sont effectivement des professionnels de santé. Parce que normalement, ils ne connaissent pas Elisa Marceau. Ce n'est pas la question d'Elisa Marceau. Ils ne connaissent pas cette perspective d'apprentissage, cette perspective de vraiment aller plus loin. Donc, on continue la prochaine fois. Donc, je vous ai dit que la prochaine fois, j'allais parler de la nutrition, mais je vais faire la deuxième partie. Et si elle est plus courte la prochaine fois, tant mieux. Vous pouvez vous reposer. Et merci. Merci d'être là. Vous ne savez pas comment je suis contente. Vem comigo!